fontaines, sources et puits, pompes et bornes, abreuvoirs et lavoirs, tant de mots pour identifier les points d'eau qui disciplinent la nature depuis la nuit des temps. L'être humain, progressivement, pour des raisons variées et des besoins différents, s'en est préoccupé. L'eau, comme source de vie, est une réalité à laquelle aucune société ne peut se soustraire. L'installation d'une communauté se fait là où une source se montre généreuse. Sans elle, les cycles du monde vivant se détruisent. Il fallait donc organiser la vie des habitants autour des points d'eau publics, ouverts à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, ces vestiges archéologiques sont dès lors mieux conservés dans le sud de la Belgique. Les centres historiques urbains et ruraux se développent différemment. Dans les villes, la vie s'organise par quartier, alors que dans les villages, toute la population se côtoie autour du centre névralgique. Les moyens inégaux autorisent des réalisations plus ou moins monumentales, selon les endroits et les prétentions, avouées ou non. Les largesses d'un mécène entraînent l'érection d'un monument important. Il portera le nom du donateur et l'histoire retiendra de lui sa munificence. Mais il serait dangereux d'associer exclusivement la fontaine prestigieuse aux bourgeois de la cité et l'abreuvoir aux paysans. Si la réalité entraîne des besoins différents, il n'est pas rare de rencontrer l'un et l'autre à une place inattendue. Quant à leur conservation, l'aménagement continuel et l'élargissement de la voirie urbaine provoquent une disparition plus rapide de ces lieux qu'à la campagne. L'installation de l'eau courante commence dans certaines maisons bourgeoises au début du XXe siècle, à l'heure où les autorités villageoises poursuivent toujours le raccordement des fermes à la distribution publique. Les témoins en place sont le reflet d'une réalité historique encore proche. Les aînés sont là pour en parler, mais il est temps de récolter leurs souvenirs. Il y a 3 fontaines où les bêtes venaient s'alimenter, les gens venaient chercher de l'eau pour tout. Pour la lessive, pour le café, pour tout. Tout ce qu'il fallait puisque nous n'avions pas l'eau dans les maisons. C'est une façon aussi de pouvoir parler avec les gens. C'est ce qui était le plus important dans le village. D'ailleurs, tout le monde s'y rencontrait. Mais à ce temps-là, on aurait quand même bien voulu avoir l'eau dans les maisons. Parce que regardez, le magasin a été transformé en 54. On avait un WC à chasse et on a eu l'eau en 72. Donc on venait chercher l'eau avec des seaux ici pour les WC. De la plus élémentaire à la plus élaborée, la forme de l'aménagement d'un point d'eau en suit la fonction. L'une et l'autre se distinguent au cours du temps. Certaines plus utilitaires se dotent d'aménagements pratiques et astucieux que le temps n'efface pas. Le tracé des chemins, l'usure de la pierre ou encore les ustensiles enfouis révèlent bien des habitudes de nos prédécesseurs. L'utilité culturelle existe aussi. Nombre de lieux magiques et mystérieux, joliment appelés fontaines merveilleuses, se réservent le droit de créer des mondes qui leur appartiennent. Des rites s'inventent. D'aucuns appelleront ces démarches superstition, d'autres piété populaire. Longtemps après, tout cela passe sous le vocable folklore. La réalité diffère selon les époques et les lieux, il n'y a pas à en juger. Quand l'eau d'infiltration affleure à l'air libre, elle émerge sans prévenir. L'intervention de l'homme lui donne alors un débit suffisant. Canaux et conduites l'éduquent,
Pierres et briques lui donnent prestige et notoriété. On lui accorde des vertus thérapeutiques. À chaque mal correspond une source miraculeuse. La tête, les dents, le ventre, les jambes, la peau se guérissent, comme peuvent l'être un retard de motricité, une fièvre afteuse, un impétigo ou des escarres. Tout est prévu, tout se guérit. On vient à la source comme l'on part en promenade, mais le but est double, prévenir ou guérir, en buvant ou en appliquant l'élément bienfaiteur. La qualité exceptionnelle d'une eau lui vaut la protection d'un saint patron, ou, inversement, le passage d'un pèlerin ou d'un ermite engendre la naissance d'une nouvelle source. Abandonné ou toujours en vigueur, le culte des eaux laisse des traces aujourd'hui. Une potale marque le site, un oratoire y rassemble les fidèles, un pèlerinage s'y arrête. Utilitaire ou ornementale, la fontaine est à considérer comme une construction sur un point d'émergence d'une source. La limite entre les deux est parfois confuse, mais la source devient fontaine quand elle est l'objet d'un aménagement plus important qu'un simple mur de briques soutenant le talus. Nous appelons en effet celle-ci source aménagée. Il y a les fontaines au quotidien, sans prétention. Elles sont à même le sol, creusées ou surélevées. On les érige à proximité de la source, mais il n'est pas rare de les en éloigner pour préférer une place centrale. D'autres, à valeur commémorative, doivent être vues de tous. Elles rendent hommage à l'un ou l'autre personnage local, politicien, artiste ou citoyen remarquable. A priori insignifiants, ils sont réservés au bétail et aux chevaux. Ils sont alimentés par un seul conduit et taillés dans la pierre calcaire ou assemblés à l'aide de dalles de schiste. Les abreuvoirs desservent encore les fermes de nos jours et sont appréciés des promeneurs qui trouvent là une aire de repos et une fraîcheur bien méritée. Mais ceci n'efface pas le souvenir des usagers d'autrefois, quand ils s'organisaient pour ne pas s'y retrouver tous à la fois avec leurs troupeaux. L'originalité de l'abreuvoir se situe dans quelques variations de sa forme. Selon sa longueur, il autorise un plus grand nombre de têtes de bétail à venir s'y abreuver en même temps. Les abreuvoirs circulaires paraissent être d'ailleurs la meilleure formule. Rural par excellence, il jalonne toutes les rues. Le simple bac peut aussi se combiner à un bassin pour toute autre tâche domestique. Hommes et bêtes se côtoient. Ils sont approvisionnés par une borne fontaine à jet continu et prennent l'allure d'un lavoir à ciel ouvert. Le système du puits est très ancien. Le seul système qu'il requiert est le treuil et la poulie. Il suffit de descendre un récipient creux jusqu'à le plonger dans l'eau une fois niveau atteint. La poulie permet alors de le remonter. Certaines poutres sont arrivées jusqu'à nos jours. On peut y observer des traces d'usure et des sillons gravés dans le bois. Les toitures sont soit des superstructures métalliques, soit des toitures à 2 pans en tuiles ou ardoises. Parfois, le puits a été transformé en pompe et le mécanisme, caché à l'intérieur, est révélé par l'existence d'un bras fixé à l'extérieur. De nos jours, malgré l'eau courante, ils restent nombreux et rendent encore service, comme les citernes, quand ils ne sont pas devenus des endroits dangereux et insalubres, enfouis sous une végétation abondante. Témoins des grandes besognes domestiques et de tant d'épuisement,
Ils étaient, jusqu'il n'y a pas si longtemps encore, le théâtre de nombreuses scènes de vie. Les grandes lessives saisonnières de printemps et d'automne s'y faisaient dans de rudes conditions. Et tout prouve, dans l'évolution des formes, une recherche perpétuelle de confort. Il semble que chez nous, les lavoirs apparaissent dans un état d'édifice construit dès la seconde moitié du XIXe siècle. Leur style respecte celui des maisons traditionnelles. Pour le lavoir couvert, il ne s'agit pas de grands projets, car seul un toit et des murs suffisent. C'est néanmoins une architecture qui fonctionne sur base d'un plan unicellulaire, il est vrai. L'apport de lumière provient de baies, variables selon les endroits, mais rarement suffisantes pour éclairer parfaitement les lieux. Il n'y manque cependant pas d'animation, et le jeu des bassins intérieurs égaye le cadre. Leurs agencements suivent certaines règles. Il convient d'avoir au minimum un bassin pour rincer. Le trempage et le savonnage se font chez soi, au préalable. Le plus élémentaire est le lavoir à ciel ouvert. Des bassins à hauteur du sol ou des bassins combinés aux abreuvoirs. Ce sont des endroits marécageux où rien n'a été fait pour rendre les abords plus praticables. En présence de plusieurs bassins, une succession logique organise la lessive. Un premier bassin à tablette incliné à 45 degrés recevra les femmes, agenouillées pour battre et frotter le linge. Certains lavoirs sont encore en place, dans des cadres de verdure où les larges prairies recevaient le linge à sécher, à la rémouille. Des haies faisaient également l'affaire. Ces endroits pouvaient être loués moyennant finance, vu le manque de place. Une blancheur éclatante résultait de cette exposition à l'air libre. Ces tâches sont actuellement réduites, mais l'on y vient encore avec plaisir pour y laver des objets encombrants et salissants. Dans le courant du XIXe siècle, l'industrie apporte bien des solutions aux nombreux problèmes exposés par les commissions d'hygiène. Un nouveau mobilier collectif apparaît grâce aux nouvelles capacités techniques. Des systèmes de pompes permettent dorénavant de capter l'eau par la simple action d'un piston. En surface, des coffres en fonte protègent le mécanisme, et c'est ce qui subsiste aujourd'hui. Les bonnes fontaines ont vu le jour principalement avant la Seconde Guerre mondiale, puisque la distribution de l'eau actuelle a débuté vraiment un peu partout après la Seconde Guerre mondiale. Les bonnes fontaines étaient éparpillées vraiment dans tous les villages, à tous les coins de rue. Je ne vais pas dire presque une bonne fontaine par habitation, mais c'était pas loin, quoi. On était obligé d'obtenir une clé qui était numérotée, bien sûr, pour pouvoir reconnaître à qui elle appartenait et tout. Et grâce à cette clé numérotée, on pouvait actionner la borne fontaine pour s'approvisionner en eau. Le règlement précisait notamment qu'on ne pouvait pas prêter sa clé à quelqu'un d'autre, et certainement pas à quelqu'un d'étranger à la commune. Les enfants de moins de 12 ans ne pouvaient pas aller s'approvisionner seuls à la borne fontaine. On ne pouvait pas utiliser des récipients où il fallait être deux pour les porter. C'était déjà tout un petit règlement important qui régissait ces bornes fontaines. On retrouve des bornes fontaines à piston, à manivelle, à bouton poussoir, etc. Mais les bornes fontaines à clé étaient vraiment les plus utilisées et les plus économes aussi. Parce qu'un bouton poussoir, un levier, on pouvait les bloquer. Et à ce moment-là, l'eau coulait en permanence. Tandis qu'une borne fontaine à clé, il fallait retirer sa clé. Et si on ne l'avait plus, on devait en redemander une autre, repayer une taxe, etc.
La pompe en pierre, c'était simplement une question d'esthétique ou d'architecture qui était utilisée. En 1990, sur base d'une idée que nous avions déjà depuis quelques années, la région wallonne a lancé l'année des fontaines. Et donc cette année a permis de revaloriser à peu près 510 fontaines en Wallonie. Ça a permis aux associations de recevoir un subside pour pouvoir remettre en valeur la fontaine du village et pas mal de très belles choses ont été faites dans ce sens. On peut citer le village d'Awen où il y a de très belles bassines qui sont toujours en service, où les agriculteurs viennent encore y déposer leurs pots à lait pour les tenir au frais, où ils viennent encore avec leur bétail pour boire à ces bassines. Ça me fait un immense plaisir. Le but du musée, c'est de faire redécouvrir ce patrimoine au public et de les sensibiliser à l'importance de ce patrimoine. Et aussi, de cette manière, lorsqu'on veut détruire une fontaine ou l'enlever, les faire réagir plus facilement que s'ils n'avaient pas conscience que ce patrimoine existe et était d'utilité publique. Nous sommes assez fiers de ce que nous sommes parvenus à faire en 27 ans, c'est-à-dire non seulement sensibiliser le public, et principalement les enfants, sur l'importance de l'eau dans notre vie, mais aussi que ce patrimoine n'est pas oublié finalement et est redécouvert par beaucoup de personnes qui visitent le musée. On a toujours dit que les fontaines étaient le lieu de rencontre des habitants où ils se racontaient les histoires, les potins du village. Eh bien, pourquoi pas recommencer à faire ce genre de petit coin? Ça ne peut être que positif pour la vie communale, quoi.